faut l'enfermer. C'est pas possible. Bonjour à toutes et à tous, très content de vous retrouver en ce lundi 19 mai pour le début des finales de conférence. Je suis avec, évidemment, Jacques Monclar. Salut coach. Bonjour, bonsoir Nico, bonsoir à toutes et à tous. Avant de démarrer, je voulais vous rappeler, si vous nous écoutez sur les plateformes de streaming, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des petites étoiles. Ça nous permet d'être plus visibles et à plus de personnes de pouvoir bénéficier des analyses toujours pointues de Jacques Monclar. Tu t'y attendais pas celle-là? Non. Allez, on démarre avec le bilan des Denver Nuggets éliminés hier après le Game 7. Comme l'an dernier, sorti en demi-finale de conférence sur un Game 7. La saison dernière, c'était à domicile contre Minnesota. Cette saison, c'est à l'extérieur chez le Thunder. Avec un bilan qui un peu se rapproche finalement de ce qu'on pouvait déjà faire la saison dernière, c'est-à-dire que Nikola Jokic et Jamal Murray surnagent dans cette équipe, mais avec un effectif bien trop court finalement face à l'opposition adverse. Cette nuit, la nuit dernière, dimanche soir, on a vu vraiment le gap qu'il y avait entre finalement le Thunder et les Nuggets à ce niveau-là. Oui, enfin, on a vu le gap au 7e match, ce qui est plutôt noble. En 3 semaines et demie de play-off, les Nuggets ont fait 14 matchs. Donc, je faisais partie de ceux qui doutaient complètement d'eux contre les Clippers. Je trouve qu'ils ont été très nobles, même si ils ont joué sur une rotation resserrée. Et évidemment, c'est un problème majeur. Je rappelle que c'est une équipe qui a perdu en 2 ans Bruce Brown et Jeff Green et Reggie Jackson et KCP et peut-être que j'en oublie encore un en route. Mais c'est quand même énorme dans les rotations. Hormis KCP, c'était tous des joueurs de rotation. Donc, si tu compares par exemple à l'extrême avec Indiana qui a 2-5, à Denver, Peyton Watson sur les 3 ans rejoué est une déception. Enfin, appeler un chat un chat. Le petit Strouser avait bien débuté la saison. Il a eu après des blessures, il a fait un match, le match 6. Mais bon, c'est pas non plus satisfaction. Des garçons comme Nadji et tout ça ont été en échec. Le petit Pickett, il peut mettre des paniers, mais ça n'a pas l'air d'être un impact player. Autrement dit, le backup naturel, en tout cas poste pour poste, de Nikola Jokic, c'est DeAndre Jordan qui est auprès du groupe, qui a un bonus à la Tristan Thompson, mais il faut des joueurs de rotation différents. Ils sont trop courts là, il faut qu'ils habillent l'équipe, ils vont reconstruire avec ou sans David Adelman. En tout cas, les joueurs ont adhéré à sa fin de saison. Même s'il y avait un côté autogestion, un petit peu, enfin sur le ressenti quand même, ils ont des décisions à prendre sur des postes importantes. La satisfaction, c'est Christian Brown, qui est en train de devenir un joueur solide. L'interrogation, et comme il y a l'année dernière, il y a 2 ans, c'est Michael Porter Jr. Aaron Gordon a montré que, remis de ses blessures, il a porté le complément idéal de Nikola Jokic, et il a fait des playoffs fantastiques avec des game winners, tout ça. Et le Joker est un joueur à part. Donc lui, j'en parlerai même pas tellement c'est un socle. Et Jamal Murray a montré qu'en play-off, il pouvait élever son niveau de jeu. Pourquoi n'arrive-t-il pas à faire des saisons de All-Star du premier au dernier des 82 matchs? Peut-être du focus de concentration, un manque physique, je sais pas, mais il faut renforcer tout ça. Ce qui est un peu inquiétant pour les Nuggets, c'est que ça sera déjà la 4e masse salariale la saison prochaine. Et au final, la marge de manœuvre, elle est extrêmement limitée. Et que Michael Porter Jr., qui est un peu le maillon faible quand même de ce 5 de départ, surtout quand tu es payé 38 millions la saison, il sera payé 40 millions prochainement. Michael Porter Jr., c'est un joueur que potentiellement tu peux échanger, mais qui voudra d'un joueur aussi cher payé pour un rendement aussi faible? Parce qu'à ce prix-là, tu as quasiment un franchise player, ou presque, tu vois. Oui, je pense Michael Porter Jr., il peut aussi avoir des joueurs qui le poussent. Si Peyton Watson avait progressé comme il aurait dû progresser, c'est lui qui aurait dû être en rotation.
Je crois aussi que la famille Kroenke a font partie des alumni de l'université de Missouri, dont est issu Michael Porter Jr. et que ça fait une connexion de sympathie un petit peu. Ouais, non, j'avais vu ça. Enfin, je crois que c'est surtout la renforcer. Michael Porter Jr., même s'il avait été long à se mettre en route, en finale, au bout de 2 matchs, il avait apporté. Pourquoi? Parce qu'il y avait des rotations, parce qu'il y avait un Bruce Brown, un Reggie Jackson, des gens qui rentraient à sa place pour envoyer la balle en l'air. Il fait des efforts, bon là, il a eu son pet à l'épaule, on verra. Mais oui, il y a une forme de pression, et à presque 40 millions l'année pour un joueur extérieur, ça fait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Et surtout que au niveau du discours, Nikola Jokic était assez fataliste après la défaite en disant ça sert à rien de dire et si, s'il n'y avait pas de blessés. La vérité, c'est que si on n'a pas gagné, c'est qu'on ne pouvait pas gagner. Et du côté de Josh Kroenke, le propriétaire, lui, était très fier de son équipe. Et il n'avait pas l'air dans son discours de vouloir faire énormément de changements et finalement de payer encore un peu plus pour cette équipe qui vaut déjà très cher. Mais en fait, le plafond là, des Nuggets, on a l'impression qu'il est atteint depuis 2 ans. Tu ne peux pas faire beaucoup plus avec ce que tu as en magasin et tu n'as pas beaucoup de moyens de changer cette équipe non plus, à moins d'échanger, pourquoi pas, des Watson, des Pickett, d'essayer d'échanger 2-3 joueurs contre un joueur un peu plus fort, parce que les salaires ils sont assez peu élevés sur ces joueurs-là. Pickett, Watson, c'est même pas 10 millions la saison. Mais qui en voudra? Voilà, c'est ça le problème. Alors, c'est plutôt pour les rajouter... les joueurs qui sont intéressants, qui ont un potentiel, c'est plutôt pour les rajouter à un joueur qui est un peu trop cher. Voilà, c'est toujours un équilibre. Il y a des tours de draft à donner dans le futur, mais tu hypothèques ton futur aussi, même si Nikola Jokic, il était pas premier tour, et loin s'en faut. Donc voilà, mais le plafond de verre, il est atteint aussi par la qualité en face, le regroupement de forts joueurs, et bien sûr, mais ils ont distribué de l'argent quand même. Puis quand tu as un joueur comme Nikola Jokic, ça coûte beaucoup d'argent. C'est le principe de Giannis à Milwaukee, qui est une petite franchise, petite dans le sens financier marketing. Denver est un peu dans ce cas. Ouais, c'est un petit marché détenu par des milliardaires. Et dans le discours du comment ils appellent ça, le gouverneur, Josh Kroenke, enfin le boss, quoi. Ouais, le patron, propriétaire, Josh Kroenke. Il justifie beaucoup le licenciement de Michael Malone sans le dire. Est-ce qu'ils vont laisser l'équipe à David Adelman? Ça a l'air parti pour ça. Après, on va voir comment va s'organiser le management, puisque le GM a été dégagé aussi. Voilà, c'est un virage. Je trouve que la saison se finit pour eux beaucoup mieux que celle de l'année dernière. Ils ont été, même si le dernier match est une rouste et qu'il y a eu que 22 minutes de vrai match, je trouve que leur saison est très noble, la prise en main par le Joker. Après, je trouve qu'autour, il y a une mauvaise ambiance, tu vois. Je vais citer un exemple, Russell Westbrook, il est comme il est, ils l'ont pris. Il a été reproché que ça prenait du temps de jeu à Pickett, à machin, à Strouser. Je constate que sur la prise par David Adelman, il l'avait benché directement à 3 matchs de la fin de la saison régulière. Que dès là, on parlait de départ et que le mec, même s'il a souffert dans la 2e série contre son ancienne équipe, l'autre aussi, c'était contre son ancienne équipe d'ailleurs. Il commence à en avoir fait beaucoup. Non, mais voilà, il y a eu une ambiance un peu délétère. Je crois que ils se sont regroupés sur eux-mêmes, ils ont diminué la rotation, ils ont fait ce qu'ils ont réussi à faire. Aaron Gordon a fait des grands playoffs. Le Joker est premier dans toutes les statistiques. Chacun Murray a sauvé sa saison dans les playoffs. Brown a confirmé qu'il était un vrai joueur. Voilà, la déception, elle est dans les rotations, clairement. Bon, si Michael Malone ne les faisait pas jouer, il y avait sans doute une raison. Ouais. Après, c'est vrai que on va dire que la seule vraie marge de progression qu'on peut voir là tout de suite dans cette équipe, c'est Christian Brown finalement, oui, qui a gagné beaucoup de temps de jeu et de l'importance. Gordon aussi. Avec le départ de Caldwell Pope. Gordon aussi, mais il est un peu plus âgé. Christian Brown, on sent qu'on a un vrai titulaire NBA maintenant dans cette équipe. Un joueur avec de sacrées qualités, qui manque potentiellement aussi un peu de shoot, mais on sait que ça se travaille, ça s'améliore.
et un très très bon défenseur aussi. Moi, je l'ai trouvé impressionnant sur certaines séquences face à Shea. Comme il l'a été face à Harden. Comme il l'a été face à Harden. C'est, je pense, le meilleur défenseur de cette équipe déjà. Ouais, c'est un stopper. Il progresse vraiment au niveau du shoot, même si c'est pas un shooter naturel. Vraiment, ça devient intéressant. Toujours aussi vite en transition, vite dans le cercle, puissant. C'est le joueur qui marque le plus de points, qui a marqué le plus de points en transition cette saison en NBA. Il va très très vite. Il va vite, il est puissant. Il finit dans le cercle. Il sent bien les coups aussi. Il aime ça, c'est sa nature. Puis c'est un mec qui sait comment gagner. On le répète, il a gagné en high school, il a gagné en collège, il a gagné en NBA et tout ça, il l'avait fait à 21 ans. Il en a 23, il est en train de devenir un joueur mature et oui, il sera un joueur leader assez très très rapidement. Tu vois, potentiellement, MIP, alors il a fait l'aide cette année, mais la saison prochaine, c'est déjà un candidat à ce trophée. Il a mis la barre haute aussi cette année, donc plus tu mets la barre haute, oui, bien sûr, mais s'il gagne, tu vois, avec Jamal Murray qui a du mal en saison régulière à faire des grosses productions, lui, sur 82 matchs, tu sens que ça peut être un sacré moteur de cette équipe pour aider le Joker, qui est quand même souvent très seul. Moi, j'étais le premier à défendre Russell Westbrook sur sa saison régulière, mais le nombre de fois où les équipes le laissent seul finalement dans le corner ou à 45 degrés à 3 points en lui disant vas-y, shoot, parce que si t'en mets 1, voire 2, c'est un exploit pour toi. Ça resserre trop le spacing en fait. C'est valable sur Lou Wensdort, si tu regardes bien aussi, il y a toujours des joueurs qui sont un peu abandonnés comme ça, où tu sais, parce que les datas font aussi ça, que sur l'ensemble de leur œuvre, tu vas t'y retrouver. Mais moi, ces histoires de data, ça me fait sourire parce qu'il n'y a pas marqué le moment où ça arrive. Le mec, il peut en manquer 7, hein, s'il te le met celui qu'il faut pas au moment où t'es là, enfin bref. Oui. Mais il n'y a pas que Westbrook. Pratiquement dans chaque équipe, il y a toujours des mecs, l'option sur les pick and roll est de passer en dessous. Il y en a ou même sur Conley, ça arrive qu'ils le fassent. Sur des joueurs comme ça, qui sont pas réguliers, qui seront jamais réguliers. Voilà, après, tu peux t'adapter aux circonstances, hein, si jamais il est en chaleur. Au 3e, quand même, ça t'a coûté 9 points. Lord Datan nous dirait combien ça a fait sur les possessions. Du moment, non, il faut arrêter, il faut corriger ça. Bien sûr. Alors Russ West, ça se voit encore plus parce que derrière, en général, il fait une connerie quand il décide de pas shooter. Oui, c'est ça. Non, mais alors, quel est le shooter le plus régulier de cette équipe des Nuggets? Tu vois, sans doute le petit Strauser, mais hier, on a vu qu'il faisait des gros airballs. C'est ça aussi. Le shooter le plus régulier, a priori, c'est Michael Porter Jr., mais il n'a pas foutu un panier dans le 2e tour. La vérité, c'est qu'il n'y a pas un seul vrai shooter référencé dans cette équipe des Nuggets. Si, Michael Porter Jr., c'est un shooter. Très irrégulier. Oui, mais très irrégulier. Mais du coup, c'est pas... Christian Brown va le devenir. Christian Brown peut le devenir, mais à part lui, c'est très limité. Pendant l'année, on me disait, j'ai entendu Ty Jerome pour le meilleur 6e homme et tout. Vous avez vu en play-off comme ça se dégonfle ces bêtes-là. Il faut arrêter avec basket fanfreluche. Le pur shooter, ok, moi je veux bien, mais il faut que le pur shooter il soit capable de défendre. On change pas en aller-retour, nous. Hein. Il faut être des deux côtés. C'est pour ça que dans le cheminement de Cleveland, quand j'ai vu débuter Sam Merrill un match, j'ai dit mais où elle est la densité physique? Où elle est? C'est le match où Garland ne joue pas. Je crois que c'est Sam Merrill qui débute. Ouais, et ça, c'est une catastrophe au tir notamment. Alors au tir, ouais, mais de l'autre côté, c'est pas des garanties. Puis tu joues petit. Enfin, tu joues Merrill Strauss avec Mitchell. Non. Alors de la densité physique, il va y en avoir au prochain tour pour Oklahoma City face à Minnesota. Ah ouais. Ça va être une sacrée série. Park, là. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a tendance à dire souvent à tort que la conférence Ouest, on marque plus de points, etc. Là, ça va être une série, je pense, plus défensive que offensive, avec en point d'orgue ce duel entre Anthony Edwards et Shai Gilgeous-Alexander, duel au sommet avec deux joueurs qui veulent être le nouveau visage de l'NBA. Ça sera peut-être un peu plus le cas encore pour Shai prochainement avec son titre de MVP. Mais cette série, elle est symbolisée par deux hommes et ça fait évidemment saliver. Je sais, il y a deux équipes autour, mais c'est quand même sympa ce match-up chez Anthony Edwards, the coach. C'est l'émergence de la nouvelle génération de joueurs extérieurs, parce que dans les visages, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y aura Victor. Je pense qu'il y aura Victor. Ça, probablement. Mais là, je voulais faire un focus sur eux deux. Sur le 2, ouais, dans les joueurs extérieurs, tu as raison. Même si l'arrivée de Cooper Flagg risque aussi de mettre un autre visage. Mais
ils sont tellement différents dans l'expression, tellement forts physiquement, pas de la même manière. Il y en a un qui est smooth, qui est délié, qui est élégant, et l'autre qui est d'une explosivité, d'une violence, d'un jeu direct formidable, même s'il a bien progressé en ball handling, tout ça. 2 excellents défenseurs tous les deux. Et un qui peut être fracassant dans les dunks, dans l'impact de son jeu, c'est Anthony Edwards. Après, la capacité de jouer dans l'intervalle, le mid-range de Shea est absolument délicieuse. Physiquement, les 2 équipes sont très très équipées, je dirais. Là, pour le coup, je pense ici, avec ces 2 grands, ils vont s'y retrouver. Autant j'ai trouvé que dans les 2 premiers tours de play-off, l'équipe jouait mieux avec Jay Will en 4 et un des 2 plutôt qu'avec les 2, malgré le côté passeur de Hartenstein, malgré le bon côté de combattant, de prise de risque à 3 points, de disponibilité de Holmgren, qui sont tous les 2 des super joueurs. Mais il me semble que Jay Will en 3 est beaucoup moins efficace, et on a vu hier que quand il roule, tout déroule. C'est un joueur qui est très très à l'aise sur la transition, qui a toujours un peu de mal quand même je trouve, à se créer son tir sur demi-terrain, à faire une différence sur son premier pas. C'est pas un shooter naturel, mais justement sur ces 2 grands là du côté d'OKC, justement face à Julius Randle, est-ce que c'est pas le moment là de redécaler Jalen Williams poste 4, de jouer avec seulement soit Holmgren, soit Hartenstein, probablement Hartenstein sûrement dans le 5 et Holmgren qui sort du banc, parce qu'en face, certes il y a Rudy Gobert, mais dont on sait que le rôle en attaque est plutôt limité, et que Julius Randle, c'est avec Edwards le vrai moteur de cette équipe. Enfin, Julius Randle, depuis le début des playoffs, c'est en moyenne 24 points, 6 passes, 6 rebonds. C'est absolument monstrueux, et je trouve que le Jalen Williams peut lui apporter un vrai répondant physique, parce que Holmgren, il sera pas assez vif pour embêter Randle, non, je mais pense. beaucoup plus grand, Holmgren ou Hartenstein, parce qu'il y a des changements. Quand ils seront défendus par Randle, ils peuvent le faire jouer aussi. Tu peux inverser le truc et attaquer le mec en lui provoquant des fautes, en créant des situations autour de lui. Il n'est pas dit que Rudy ne serve pas de leur complet. Ils vont essayer si c'est Rudy qui défend sur Holmgren, ça m'étonnerait, parce que Holmgren, il va trop à l'extérieur. Rudy, il va être calé sur Hartenstein, voire sur Jalen Williams, mais lui, il peut jouer, et puis il a très peu joué, là. Beaucoup d'options tactiques, surtout, je trouve, pour McDaniel, peut-être plus que pour Chris Finch. Tellement l'effectif du Thunder est complet, on l'a encore vu dimanche soir avec Caruso qui devient un défenseur, qui était déjà un défenseur élite, mais qui est placé sur Jokic, qui le gêne énormément. Il y a tellement d'options, bien travaillé de choix leur truc, pour là. OKC. C'était très bien travaillé leur truc là, avec comme le Joker commence les attaques en 2-1-2 quand il n'y a pas de transition, jeu rapide, le faire contester là en prenant le risque du shoot direct au-dessus de la tête, mais bon, c'est pas une action que le Joker affectionne, et dès qu'il rentrait, ça venait doubler avec souvent Holmgren ou souvent Hartenstein qui se montrait. C'était vraiment bien préparé. Il y a eu là un vrai bon boulot de coaching et tout. Par contre, sur l'attaque de zone, ils ont été désespérants. Ils sont passés dessus, parce que comme on dit, c'est toujours le meilleur moyen d'attaquer une zone, c'est de la battre avant qu'elle soit en place, c'est-à-dire courir. Heureusement qu'ils ont pu piquer des ballons ou que les Nuggets les ont perdus, ça leur a permis de cavaler. Mais avant qu'ils cavalent, Wiggins-Wallace, c'était à 2/11 à 3 points. Shea avait shooté que 2 fois. Ils étaient pris dans la nasse et ils jouaient tête dans le sac sur la zone. Ça, il me semble que les Wolves l'auront bien vu. Tu as raison, ils sont moins nombreux, les Wolves, mais ils ont une sortie de banc quand même qui peut faire du dégât, parce que ça soit Nasrid ou DiVincenzo, ce sont des joueurs qui peuvent rapidement monter à plus de 10 points, 15 points, et qui changent le cours des matchs. Après, Nickel Alexander-Walker est là aussi en sentinelle pour faire le backup du meneur ou le backup de Edwards. Mais c'est pas un banc à rallonge. C'est un peu comme les Knicks face à Indiana. T'as une équipe qui est dans un plein de rôles, autour d'un leader total, Anthony Edwards et Brunson, mais qui est à la merci d'une cheville qui tourne. Alors que de l'autre côté, ils ont 2-5. Indiana, comme OKC, ils ont 2-5. Moi, c'est justement une des questions que je me pose, c'est est-ce que Minnesota va utiliser beaucoup la zone, parce que
ok, le Thunder a été en difficulté face à la zone des Nuggets, mais les Nuggets utilisaient ça parce que physiquement, ils étaient en souffrance face à la puissance d'Oklahoma City, ce qui sera moins le cas, je pense, des Timberwolves. Et donc, potentiellement, on peut plus jouer du home et moins de la zone pour Minnesota, parce que Denver a utilisé énormément de zones pour répondre à un déficit physique. Oui, et puis un avantage aussi, parce que Jokic est fort sur zone. Jokic, il sait parfaitement... C'est plus facile de cacher, entre guillemets, Jokic sur de la zone, parce qu'il est très intelligent dans son placement et ses lectures. Dans la zone, il y a un côté vocal, il y a un côté placement. Tu défends, comme son nom l'indique, des zones. Même si en NBA, il faut qu'il y ait un mec dans cette zone-là pour pas être sanctionné. Donc oui, bien sûr. Je crois qu'il faut pas croire que la zone soit un aveu de faiblesse tout le temps. C'est un aveu, une forme de contre. Le premier qu'il a montré, c'était Nick Nurse en 2019, en faisant vraiment des boîtes, double boîte, zone match-up, avec Sergio Scariolo comme assistant. C'est un luxe. Voilà, mais oui, ils peuvent faire zone. Tu t'évites à Rudy d'aller se balader à 12 mètres. Nasrid, il a des cannes, mais enfin, il est lourd quand même. Et Randle est plus fort dans le petit périmètre de défense que en 1 contre 1, même s'il fait des efforts. Donc voilà, c'est toujours la même histoire. Il faut voir contre qui tu joues. Mais physiquement, ça va être Jurassic Park, leur histoire, là. Oui, il faudra que les arbitres, je sais pas... Il va falloir que la série soit bien contrôlée parce que c'est des équipes qui jouent très physique. Le Thunder est encore peut-être plus que Minnesota souvent à la limite. Moi, je trouve qu'on l'a encore vu quand même dimanche soir avec un arbitrage un peu plus permissif qui a, je trouve, facilité le Thunder sur énormément de récupération de balles, de perte de balles de Denver. Oui, mais Denver s'est très mal adapté à ça en étant ultra soft, je trouve, notamment sur des remontées de balles. J'ai connu un coach qui m'a dit un jour... une bonne défense, c'est quand les 5 joueurs font faute en même temps, l'arbitre peut en siffler qu'une. Mais c'est un peu ce que fait le Thunder cette saison. Mais tu peux le faire quand tu as 10 joueurs, et ils les ont. Et on en reparlera juste après pour Indiana, notamment. Pas tous. Hein. Oui. Shea, il faut qu'il fasse attention aux fautes. Hein. Ouais, on l'a déjà dit ça. Alors, à noter qu'il y aura 2 petites histoires sympas dans cette série. Shea Gilgeous-Alexander face à son cousin, Nickeil Alexander-Walker. Ouais. Et puis, Shea Holmgren, qui est natif de Minneapolis et qui a joué 3 ans au lycée à Minnesota, qui est vraiment l'enfant du pays et qui donc revient sur sa terre natale. Ouais, c'est très sympa. Ces 2 finales de conférence sont très sympas. De l'autre côté, la ville contre la campagne est merveilleux. C'est la campagne, Indianapolis ? Autour, oui. Non, même Indiana, on sait pas. Ouais, mais enfin, c'est quand même Basketland. Hein. Vraie terre de basket. C'est le basket urbain contre le basket de campagne. Quoi. C'est quand même ça, ils le revendiquent, puisque les maillots Icoriz, ils veulent bien dire ce que ça veut dire. Voilà. On passe donc à Indiana, New York, les Knicks qui retrouvent une vieille connaissance, les Pacers. Indiana qui avait éliminé New York la saison dernière, ça s'est terminé vraiment sur les jantes pour les New-Yorkais avec un Jalen Brunson blessé notamment, où J. Anunoby aussi avait raté 2 matchs ou 3 matchs dans cette série. Et Randle venait de revenir. Je sais plus s'il n'est pas revenu. Il est revenu. Je crois qu'il n'est pas revenu. Il était blessé. Longtemps, quoi. Ouais, je crois qu'il n'est pas revenu voilà. dans cette série. Donc c'était vraiment compliqué. Première question que j'ai à te poser. Ça va être quoi la physionomie de cette finale de conférence ? Parce que c'est clair que New York est moins à l'aise que Indiana pour courir. Et que les Pacers adorent le jeu de transition et que ça parte un peu dans tous les sens. Je trouve que c'est quand même beaucoup moins le cas des Knicks. En tout cas, c'est pas leur force première. Non, mais le point commun entre les 2 équipes, c'est d'avoir très sérieusement, et c'est pour ça que j'aime bien ce que font les Knicks depuis les playoffs, là, depuis même le match même contre Détroit, même s'il y a eu des hauts débats, même s'il y a eu un retour de cette attitude qui a été trop souvent là cette année au match 5 contre Boston, les Knicks sont redevenus une équipe de col bleu. Et Indiana qui est plein de talent, plein de joueurs, parce qu'alors eux, ils ont un effectif à rallonge, poste doublé partout, t'as facilement 2-5 de très bon niveau dans l'effectif. Les Knicks en sont pas là, on sait que Tom Thibodeau est assez toujours dans un coaching fermé. Allez, on va dire 8-9 joueurs peuvent jouer si on compte tout le monde avec Achua et Landry Shamet. Mais voilà, c'est une opposition de style, de vie, de perception, avec 2 meneurs majeurs dans des registres très 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 différents, des physiques très très différents.
L'année dernière, donc Indiana avait pris l'avantage. Il y a 25 ans, dans cette rivalité qui date vraiment du milieu des années 90, la dernière finale de conférence des Knicks, c'était en 2000, et c'est Indiana qui a fait la finale, donc ils les ont éliminés. La génération Carmelo Anthony qui avait fini deuxième de la saison régulière avait été éliminée en demi-finale par le troisième qui était Indiana. C'est donc Carmelo Anthony Knicks, c'est pas si vieux que ça. Ça commence à dater finalement. Oui, non, enfin, ça fait un quart de siècle que t'as pas fait une finale de conférence. Carmelo, ça fait quoi, 12-13 ans. Ouais. Voilà, ouais, c'est à moitié, à mi-route. Et depuis, il n'y a pas eu mieux que demi-finale de conf. J.R. Smith, c'est meilleur 6e homme de l'année cette saison-là. Voilà. Pour rappel, c'est pour vous dire ça, pour vous dire à quel point ça date un peu finalement, J.R. Smith, 6e homme de l'année. Gérard. Exactement, ce bon vieux Gérard qui a oublié de regarder le chrono un jour de finale de finale de fil NBA. Le chrono, il l'avait vu. C'est le temps mort. Non, c'est le score. Ouais, c'est le score aussi, ouais, ça oui. Non, mais il a tout oublié ce moment-là. C'est le score qu'il a oublié. Et LeBron James lui en veut encore, probablement. Non, tout à l'heure, on parlait de la gestion des fautes. C'est vrai que c'est l'un des avantages pour les Pacers, c'est que quand tu as un effectif aussi fourni, déjà, tu évites forcément un peu la fatigue et puis aussi ces problèmes de faute. Sur le banc, il y a quand même Bénédicte Mathurin, McConnell, Toppin, Shepard, Bryant. Pour Rick Carlisle, c'est vraiment abondance de biens. Aucun joueur d'Indiana n'a dépassé n'est à plus de 35 minutes sur ces playoffs. Du côté de New York, ils sont 3 entre 39 et 40. Towns, c'est celui qui joue le moins, il est à 35. Ta demande d'intensité est plus facile à obtenir. Parce que si elle n'est pas là, tu fais une rotation. Puis il y a des joueurs hyper intenses. TJ McConnell est un joueur intense. Mathurin est un joueur hyper intense. Obi Toppin à sa manière. Et avec Siakam, ça fait un poste 4 très fort pour Indiana. Non, cette équipe est belle. Et quand Haliburton est dans la case joueur supérieur, elle devient dure à prendre. Thomas Bryant s'est glissé là-dedans. Puis t'as aussi Johnny Furphy, non? Tout à fait, oui. Voilà, qui est par là, à la fin, là, qui de temps en temps peut rendre des services. Non, le petit Shepard aussi qui est bien, et celui qui est fort. Moi, je trouve fort, c'est Nembhard. L'ancien de Gonzaga, là, c'est un gros client. Il shoot à quasiment 60% depuis le début des playoffs. Oui. C'est un peu la constante pour Indiana. 58% de moyenne au tir. Depuis le début des playoffs, c'est le plus haut pourcentage de l'histoire de la NBA sur des playoffs. 58% au tir après 2 tours de playoffs. On peut quand même penser que ça va pas durer encore 5, 6, 7 matchs pour les Pacers. On va voir comment ça se goupille, quoi. Tu sais, le basket est un sport d'opposition, de duel. Ça va se rentrer dedans. Et puis, Turner, Siakam, c'est solide. Mais en face, Anunoby, Kat, Towns, c'est gaillard aussi. L'impact de joueurs comme Mitchell Robinson dans le jeu, d'un Obi Toppin de l'autre côté, qui retrouvera New York d'ailleurs. Ces 4 équipes ont plein d'histoires communes. Les Wolves et New York, ils ont une récente histoire commune. Indiana et New York, c'est l'ennemi préféré, le Némésis, comme ils disent. Voilà, imagine que Hartenstein se retrouve contre les Knicks en finale, ça lui ferait sans doute un peu drôle aussi. Ouais, ça ferait drôle à Karl Anthony Towns aussi, potentiellement de retrouver les Knicks. En sanglots. Ouais, en sanglots. S'il retourne aux Wolves, en sanglots. Quand on parle de deal gagnant-gagnant, ah là, on est en plein dedans. Voilà, là, on est au bord d'en avoir quelques-uns qui apparaissent. Ouais. Il y a aussi, qu'est-ce que je voulais te proposer Karl Anthony Towns, 3 sur 19 à 3 points contre Boston. Il y a une grosse marge de progression pour le 4, parce que Miles Turner et Obi Toppin, je pense qu'il a l'avantage sur ces 2 joueurs. Miles Turner n'aime pas trop défendre au large. Il préfère quand même rester près du cercle. Quand Karl Anthony Towns s'y pénètre, qui provoque des fautes, qui même il commence à jouer. Enfin, je suis désolé de dire ça, mais il était quand même un joueur qui faisait stats, shoot, machin. Le combat, on voit dans ces playoffs l'expression du combat, l'expression des mecs qui jouent au basket, qui apparaissent, voilà, et qui seront pas All-Star.
Je sais pas, moi je trouve que Towns, là, oui, il a pas été adroit. Après, il prend des shoots loin, hein, il prend des shoots sous pression, il est attendu, ça peut revenir à tout moment. C'est pas... on ne peut pas, enfin en tout cas à mon sens, on ne doit pas construire que sur du 3 points, que sur du shoot extérieur. Boston en est l'expression, parce que quand Tatum qui se remette vite, lui faire au plus vite, il le mérite, et Boston aussi. Il tombe, il y a déjà 3. Comment expliquer, quand tu as une équipe de basket, ne pas utiliser toutes tes forces, et parce que sur les datas, on te dit que sur 100 possessions, ça te rapporte 1,7 à 35% à 3 points, et ça te rapporte que 1,4 étant à 45% à 2 points. Je dis ça, c'est à peu près Abistad. On va inviter Daryl Morey un jour. Non, mais ils me font rire. Ils me font rire. Ah, ça a très très bien marché la saison dernière pour les Celtics, moins cette saison, parce qu'il y avait d'autres choses qui n'allaient pas. Ils ont joué une équipe aussi en finale qui était... c'était une bonne année, quoi. Tout s'est bien passé pour eux. Mais sans Porzingis, pratiquement, en plus. Oui. Donc imagine cette année, tout le temps sans Porzingis, c'est parce qu'on parle de ce pauvre Tatum qui s'est fait le tendon d'Achille, mais l'absence de Porzingis dans la série, c'est du pain béni pour les Knicks. Hein, les mecs, ils mènent de 20 points 2 fois dans le troisième, de 14 dans un autre, et ils lâchent à chaque fois les matchs parce que le ballon tombe pas dedans. C'est pas les Boston Celtics qui jouent au basket comme ça. Et je parle pas de jouer à basket à l'ancienne, mais il y a des formes de jeu, le drive and kick qui continue, avoir des gens en position pour provoquer des fautes, jouer les rebonds offensifs. Enfin bon, faut jouer au basket. Faut pas, c'est pas un stand de tir, le TD Garden sur le terrain. C'est pas, voilà. Pour terminer, pas du mal-trappe, le basket. Je voulais faire un petit focus aussi sur Jalen Brunson, qui est évidemment le joueur numéro 1 de New York. De New York. De New York, qu'on a vu finalement très à l'aise, malgré une grosse opposition face à lui, que ce soit Derek White, Jrue Holiday. Enfin, on pouvait penser qu'il ralentirait un peu, pas du tout. Et face à Indiana, je pense qu'il aura aussi plus de latitude en attaque. En tout cas, sur le papier, c'est censé être plus simple face à Indiana que face à Boston pour Jalen Brunson. Alors oui, tout ce que tu dis, mais il y a un paramètre important, à mon avis, dans le fait qu'il s'éclate en ce moment encore plus, c'est qu'autour de lui, Bridges et Anunoby sont à un niveau d'adresse supérieur. Alors autant Karl Anthony Towns n'a pas mis dedans, mais moi j'aime bien ce qu'il a fait, tu vois, et pourtant je suis pas tu le sais, je suis pas un fan ébloui du jeu de Karl Anthony Towns, mais j'aime bien ce qu'il a fait, mais les deux autres ils mettent dedans de manière incroyable, et puis Josh Hart dans son registre tambour permanent, donc la défense est fixée, et s'il en a qu'un en face, un grand, un petit, un gros, un vert, un jaune, il s'est joué au ballon, le pitbull Jalen Brunson. Il est dur à prendre, il est en appui décalé. Dès qu'il crée le contact, il crée une séparation, un peu comme fait Shea au niveau des épaules, et après tu les attrapes pas quand il shoot. Il est fort, hein. Il est très fort, fort, il est exceptionnel, Jalen Brunson. Il est fort, il bouge pas une oreille. T'as vu qu'ils ont eu un meeting que les joueurs après le match 5 parce qu'ils avaient un peu honte de ce qu'ils avaient proposé. Embarrassing, comme ils disent. Voilà, non, elle est rigolote maintenant, cette équipe. Elle va au bout des choses. Elle fait un truc qui arrive que 2 ou 3 fois dans le siècle, donc il faut être là, quoi. Il faut être là. Et on a la chance d'être là. Le programme de ces finales de conférence, évidemment, tous les matchs seront sur Beansport. Ah, toutes les nuits, sauf cette nuit. Sauf dans la nuit de lundi et mardi, parce qu'il faut quand même que certains se reposent un peu. Mais ça démarre très vite, parce qu'en plus, c'est l'Ouest qui commence. Donc imagine Denver. Denver serait passé, ils auraient enchaîné là dès demain soir face à Minnesota. Ça aurait été une catastrophe. Pour eux. Enfin, ça aurait été très, très compliqué physiquement. Je pense qu'il y aurait ils auraient fait la chenille dans le vestiaire, les Wolves. Je pense que Minnesota a préféré jouer Denver. D'ailleurs, c'est assez simple. Les matchs de l'Ouest sont à 2h30. Au fond des choses, je crois qu'ils s'en foutent. Hein, les Wolves ont une grosse équipe. Hein. Vraiment, bon. Le Thunder a gagné 68 matchs. L'impression donnée en play-off. Les Wolves... Et puis, il n'y a pas de complexe d'infériorité à avoir. En saison régulière, ça a fait 2-2 cette saison.
Et on sait que Minnesota, en fait, je pense, n'a peur de personne dans ces playoffs. Enfin, surtout Anthony Edwards, tu vois, il commence à avoir un sacré tableau de chasse de très grands joueurs qu'il a éliminés depuis 2-3 ans. Tu ne me mettras pas, comme j'ai vu que certains le faisaient, Curry dans le truc. Non, moi j'ai vu ça sur NBA.com, ils ont compté Stephen Curry, non, je trouve que c'est un peu abusé par contre. Oui, parce qu'en 13 minutes, il a mis 13 points. Oui, non, ça n'aurait pas été la même série du tout, même si Draymond Green disait que c'était pas une... on ne saura jamais. Il fallait pas l'enlever à Minnesota, mais enfin c'est quand même plus simple de battre Golden State sans Curry. Ça restera un what if, même si l'autre jour je me suis surpris à penser que c'était une année qui ressemblait un peu à 2022 et que c'était peut-être une année pour les Warriors au complet. Mais les équipes qui sont là l'ont mérité. Il y en a une qu'on avait vue bonne en début de saison, qui avait déçu, qui aurait dû finir, mais bien au-dessus, qui a quand même fini en boulet de canon en faisant 2-3 conneries quand même. Ce sont les Wolves. Et puis l'autre qui a gagné 68 matchs, donc et le côté rouleau compresseur qu'on a vu à partir de 3 minutes de la fin du deuxième quart-temps hier et qui a enchaîné derrière, on se laissait dire que bon, ils sont bien là, le Thunder. Le programme, donc, ça commence dans la nuit de mardi à mercredi, 2h30, Thunder, Minnesota, et puis la nuit suivante, dans la nuit de mercredi à jeudi, New York, Indiana, donc tous les matchs de l'Ouest, ça sera à 2h30, et à l'Est, à 2h du matin. Et ça sera comme ça sur toutes les finales de conférence. Il n'y a plus de matchs, entre guillemets, en prime time le dimanche soir à 21h40. Et donc, il faudra se lever la nuit pour voir du très, très beau basket. Parce qu'autant à l'Est qu'à l'Ouest, moi, je trouve ça hyper alléchant. Et elles sont belles. Ça va être vraiment des superbes finales de conférence. Voilà. Merci, coach. On se retrouve vendredi pour un nouveau podcast. Et je vous souhaite une très, très bonne semaine de NBA et de finales de conférence. Ciao. Ciao, ciao.